Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo, mais j'étais assez débordé, mais c'est pas grave, on va remédier à ça aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous l'avez certainement vu dans le titre, je vais vous présenter un logiciel très pratique, c'est un logiciel pour faire des backups, principalement sur Linux, mais aussi sur macOS et sur Windows. Moi personnellement, je l'utilise principalement pour des serveurs sous Linux, et c'est vraiment une sorte de time machine, il s'appelle Backup PC, ça fait plusieurs années que je l'utilise, et ma foi, il est super pratique. Alors l'avantage de ce logiciel, déjà première chose, c'est qu'il est open source et totalement gratuit, donc vous pourrez l'installer facilement sur vos distributions Linux préférées, que ce soit Debian ou autre, et le fait qu'il soit gratuit déjà vous donne accès à des fonctionnalités quand même assez intéressantes sans avoir à débourser quoi que ce soit. Toutes les fonctionnalités sont totalement débloquées, il n'y a pas de notion de, je dirais, de formule light et de formule pro, là on est sur quelque chose de totalement débloqué. Ensuite, un des points très intéressants, c'est que c'est un système de backup avec des systèmes de sauvegarde incrémentiels, c'est-à-dire qu'il va proposer des sauvegardes complètes et des sauvegardes incrémentielles de vos systèmes, ce qui va permettre concrètement de gagner énormément de temps lorsque vous faites les sauvegardes incrémentielles. Il va ne prendre que les différences et vous pourrez restaurer via une sorte de calendrier les différents fichiers que vous voulez restaurer directement depuis, je dirais, un calendrier ou une date. Vous allez pouvoir directement restaurer par exemple le fichier d'il y a 2 jours ou un autre fichier d'il y a une semaine, et ça c'est super pratique et ça va vous éviter peut-être parfois certains problèmes. Je peux vous garantir que ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Autre truc que je trouve super pratique avec ce logiciel, c'est la méthodologie utilisée pour réaliser les sauvegardes, que ce soit sur vos PC, sur vos serveurs ou sur vos VPS. Les sauvegardes seront réalisées de manière passive, c'est-à-dire que ça sera en tâche de fond et c'est le serveur où est installé l'applicatif Backup PC qui réalisera les opérations de sauvegarde pour vous. Il fera de manière automatisée et il va directement aller aspirer les données sur les différents postes à sauvegarder et il va le faire vraiment de manière automatisée. Vous aurez juste quelques autorisations à voir, bien sûr, qu'on va voir dans la deuxième partie de la vidéo, mais l'avantage c'est que si vous avez énormément de serveurs à gérer ou d'ordinateurs, il va faire sa tambouille vraiment tout seul et ça c'est vraiment un gain de temps non négligeable. Et même principe pour la restauration, vous aurez juste à sélectionner les fichiers que vous voulez restaurer et vous allez les envoyer comme ça, et c'est lui également qui va gérer automatiquement les sauvegardes complètes, les sauvegardes incrémentielles, et il y aura des rotations. Je vous expliquerai un petit peu comment ça marche un peu plus en détail, mais ça j'aime beaucoup la méthodologie, en gros avec un poste serveur principal qui va réaliser toutes les actions pour vous et vous simplifier la vie. Cerise sur le gâteau, pour ceux également qui aiment pas trop tripatouiller le terminal et qui aiment bien avoir de l'interface pour gérer un petit peu ce genre de choses, vous avez une interface web qui va vous permettre de réaliser en gros toutes les actions que vous avez besoin de faire. Lancer une sauvegarde complète, incrémentielle, supprimer une sauvegarde, restaurer des fichiers, et ça c'est super pratique puisqu'en fait vous allez pouvoir retrouver l'intégralité, je dirais, de l'arborescence de vos données directement dans l'interface et vous allez pouvoir sélectionner ce que vous voulez restaurer, à quel endroit vous voulez le restaurer. Vous pourrez même récupérer en téléchargeant depuis le navigateur des fichiers qui se présentaient sur des serveurs. Bref, je trouve que c'est super pratique. Alors l'interface elle est vraiment vieillotte, mais elle fait vraiment le taf. Ça fait longtemps que je l'utilise et ça me pose pas de problème puisqu'elle répond totalement aux fonctions qu'on lui demande, c'est-à-dire faire des sauvegardes et restaurer. Alors bien sûr j'aurais aimé un petit dépoussiérage, mais en tout cas ça reste je dirais efficace en termes de fonctionnalité et c'est le principal. Concernant le projet et son développement, la première version a été publiée en 2001, ça fait donc plus de 20 ans que le logiciel existe, et oui, ça nous rajeunit pas tout ça. La dernière version a été publiée le 20 juin 2020, c'est la version 4.4.0, et depuis cette date, il n'y a pas eu de nouveauté. Ça fait donc 4 ans que le projet est plus ou moins sans mise à jour. Malgré tout, sur la page Wikipédia, il est indiqué que le développement est encore actif, donc peut-être qu'il y aura des nouveautés dans les prochaines semaines, prochains mois ou prochaines années, qui sait. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'utilisateur intensif et utilisateur de longue date, le programme il est hyper stable et vous n'aurez pas de difficultés pour le faire fonctionner, vous n'aurez pas de bug particulier, ça fonctionne vraiment très bien et vous l'aurez disponible facilement puisque par exemple dans Debian 12 vous avez un paquet officiel pour pouvoir l'installer, donc ça on le verra bien sûr dans la deuxième partie, mais c'est quand même assez rassurant. Alors concernant l'aspect technique du programme, qui dit vieux programme dit parfois vieille méthode et ils ont utilisé le langage Perl qui est plus trop à la mode aujourd'hui. Il a été largement, je pense, remplacé
par du Python et de toute façon, comme je vous l'ai dit, malgré le fait qu'il est peut-être pas sur les derniers standards des applicatifs, il fonctionne vraiment nickel. Malgré tout, c'est pas parce que je ne rencontre aucun problème qu'il n'y en a aucun, mais par chance, vu qu'ils ont une page GitHub, un projet GitHub, vous allez pouvoir voir directement sur leur projet officiel quels sont peut-être les bugs récalcitrants qui ont été remontés et qui pourraient peut-être vous poser problème avant de vous lancer dans l'aventure. Moi en tout cas, vu que je l'utilisais depuis pas mal de temps et que le développement était encore actif, j'ai pas fait attention qu'ils avaient arrêté le développement. Ça fonctionne toujours en production de manière nickel, donc de ce côté là j'ai pas trop fait attention à ça, mais effectivement si vous vous lancez dans l'aventure, ça serait bien quand même d'aller checker un petit peu tout ça. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Avant de partir sur mon PC pour aller vous montrer un petit peu comment installer et configurer tout ça, petite parenthèse à propos de la chaîne, donc si jamais vous tombez sur cette vidéo un petit peu par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci, il y a plein de vidéos cool à découvrir. J'essaye de vous partager ma passion au travers de mes vidéos et j'essaye de vous apprendre des choses, de vous partager des tests produits, de vous partager des tests de logiciels, des découvertes de logiciels. On parle jeux vidéo, on parle cinéma, donc si ce genre de sujet ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 14 000 sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour faire grossir les rangs, je compte sur vous. Également, j'ai développé un site internet, larevuegeek.com, qui est un projet associé à la chaîne où vous pourrez retrouver des contenus un petit peu exclusifs, des trucs et astuces, des articles d'actualité, l'intégralité des vidéos de la chaîne et des bons plans également. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets également les liens en description. Allez, il est temps de passer à la pratique, let's go! Voilà, donc on se retrouve sur mon ordinateur et on va se mettre un petit peu en situation pour que vous compreniez un petit peu ce qu'on va faire, comment on va procéder. Alors là, donc, je vais utiliser deux machines virtuelles, l'une sous Debian à gauche et l'autre sous Ubuntu. L'ordinateur simulé de gauche va être sous Debian, donc, et c'est là-dessus qu'on va installer Backup PC en tant que serveur, donc c'est lui qui va réaliser les opérations de sauvegarde, et sur la fenêtre de droite on va simuler par exemple un ordinateur ou un serveur que vous auriez de disponible et que vous avez besoin de sauvegarder. Donc je réalise ça sous machine virtuelle, mais ça sera exactement la même chose sur des ordinateurs physiques. Sachez que Backup PC, vous pourrez le faire tourner sur un serveur, sur un ordinateur ou sur une machine virtuelle pour réaliser vos opérations de sauvegarde. Alors là, on va commencer déjà par installer le serveur, donc on va commencer par la partie Debian et ensuite je vous montrerai comment configurer, comment installer un poste client pour réaliser des sauvegardes de celui-ci directement depuis le serveur. Donc tout va se passer via des protocoles AirSync et via le protocole également SSH. Donc on va également donner des autorisations entre les machines pour qu'elles puissent se connecter de manière sécurisée et qu'on puisse faire nos opérations de sauvegarde sans souci. Et également on ira un petit peu peut-être voir la partie firewall pour essayer de sécuriser encore plus les sauvegardes directement entre vos différents postes, qui vous permettra de dormir sur vos deux oreilles. Allez, on va commencer à installer le logiciel Backup PC sur le serveur Debian. Alors avant de commencer, un petit conseil, si jamais vous n'avez pas encore de machine disponible, je vous conseille lors de l'installation d'activer le chiffrement de la partition sur lequel vous ferez les sauvegardes, puisque ça vous permettra par exemple en cas de vol de disque dur ou de vol d'ordinateur de potentiellement faire en sorte qu'on ne puisse pas récupérer vos données, qu'elles soient donc illisibles par les personnes qui essayent de lire à l'intérieur, et ça va grandement améliorer la sécurité de vos sauvegardes. Donc je vous le recommande vivement. Alors c'est pas une obligation, mais je pense que c'est vivement recommandé. Alors on va considérer que c'est déjà fait sur cette machine virtuelle, vu que ça se fait lors de l'installation. Moi le système est déjà installé, donc on va passer directement par la case installation du logiciel. Allez, on va commencer, donc on va lancer le terminal et se mettre en mode administrateur. Donc on va faire un SU ici. On va taper le mot de passe de la machine et donc là on va pouvoir installer des programmes, mettre à jour les paquets, etc. Alors là ici je me suis mis quand même des commandes à côté pour aide-mémoire. Alors là on va commencer par installer trois applicatifs qui seront nécessaires. Donc bien sûr Backup PC, il y aura également Apache 2 pour avoir accès à l'interface web et également sudo, ce qui va nous permettre après de lancer je dirais directement les opérations de sauvegarde de manière un petit peu plus sécurisée, puisqu'on va créer un utilisateur avec moins de droits que l'utilisateur root. Ça sera quand même un petit peu plus sécure. Alors là ce qu'on va faire, on va faire ici un apt get update déjà pour commencer, pour rafraîchir la liste des paquets, et ensuite ici on va faire un apt get install, on va faire sudo apache 2 et également backup pc.
et on va faire entrer. Donc là, ça va vous installer plein de librairies dépendantes de ces programmes-là. Donc on va faire OK, on va le laisser installer et ensuite on va pouvoir exécuter les prochaines commandes. Donc là ici, lorsque vous faites votre installation, il vous demande quel serveur web vous allez utiliser pour configurer automatiquement la configuration de backup PC. Donc on va mettre Apache 2 puisqu'on l'installe en parallèle. On fait OK. Là ici, on fait entrer. Donc ici, par défaut, alors là il y a un problème d'accent, pas dramatique, mais on va de toute façon lancer une commande directement pour le faire. Là c'est la commande en fait qu'il faudra lancer pour activer, changer le mot de passe par défaut de l'interface web puisqu'elle est sécurisée par un mot de passe. Donc ça sera la prochaine commande que je vous montrerai. Donc on va faire OK ici. On va le laisser installer et je vous retrouve dès que c'est terminé. Voilà, l'installation est terminée. Donc là, visiblement, on va avoir besoin de restart Apache. Je ne sais pas s'il l'a fait automatiquement. Visiblement, c'est pas le cas. Donc, je vais faire un copier ici. Je vais coller la commande. Comme ça, on va restart Apache. Voilà, c'est restarté. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre à jour le fichier htaccess pour avoir le mot de passe de connexion pour se connecter à l'interface. Alors là, pareil, j'ai copié la commande. Donc, toutes les commandes, je vous les mettrai directement en commentaire. Comme ça, enfin, directement dans la description de la vidéo, pardon, comme ça vous aurez directement accès à ça sans vous prendre la tête. Donc là ici, hop, je vais coller. Donc je vais quand même vous expliquer. Donc la commande htpasswd, c'est une commande qui permet de générer un utilisateur sur le fichier htaccess en gros, hein, pour backup PC. Donc ça fonctionne également pareil pour les sites web par exemple. Donc là ici en gros on lui dit que à l'intérieur de ce fichier là on va générer cet utilisateur là. Il va y avoir donc une demande de mot de passe qui va être faite. Donc là je vais mettre un mot de passe ici. Voilà, donc le mot de passe est créé, donc maintenant tout est prêt, on n'a plus qu'à se rendre sur l'interface web pour tester tout ça. Maintenant que le programme est installé, on va aller tester tout ça. Alors on va le faire directement depuis le navigateur. Alors sur Debian 12, c'est Firefox qui est installé, mais ça fonctionnera avec n'importe lequel des navigateurs. Alors petite précision avant de commencer, là je suis donc sur une machine virtuelle sous Debian 12 avec un environnement de bureau d'installer, donc là c'est GNOME. Donc je peux accéder à l'interface directement via localhost, donc c'est ce qu'on va faire là, mais bien sûr vous pourrez l'utiliser en fonction de la configuration de votre réseau sur un autre ordinateur de votre réseau local, et encore mieux si jamais par exemple vous avez accès depuis l'extérieur à votre réseau ou vous avez un serveur dédié, un VPS ou autre, vous pourrez installer Backup PC et y accéder depuis n'importe lequel de vos postes via une connexion internet, et ça c'est tout l'intérêt de Backup PC. Alors pour accéder à l'interface web directement sur l'ordinateur local, vous allez saisir l'adresse IP localhost qui est la 127.0.0.1. Ensuite vous laissez le port par défaut, donc le port 80, donc pas besoin de saisir un port spécifique. Ensuite vous saisissez Backup PC, donc ça c'est l'URL de l'interface web de Backup PC, bien sûr en fonction de la configuration de votre réseau. Si jamais vous voulez y accéder depuis un navigateur d'un autre ordinateur, ici vous pourrez remplacer cette adresse IP là par l'adresse IP du serveur ou de l'ordinateur sur lequel est installé Backup PC. Si jamais par exemple vous avez un VPS ou un serveur dédié, vous pourrez utiliser ici l'adresse IP publique ou le nom de domaine qui est rattaché au serveur Backup PC. C'est tout l'intérêt justement de ce système, c'est que vous pourrez y accéder depuis n'importe quel poste ou n'importe quelle connexion internet si jamais vous avez un serveur dédié pour pouvoir réaliser vos opérations de sauvegarde. Là c'est pas le sujet, on va déjà voir si tout fonctionne. On va faire entrer ici. Donc si tout s'est bien passé, vous devriez avoir un prompt ici qui s'affiche, donc ça correspond au htaccess qu'on a configuré tout à l'heure. Donc vous saisissez Backup PC en nom d'utilisateur et vous mettez le mot de passe que vous avez renseigné tout à l'heure. Donc moi c'est préenregistré parce que je m'étais déjà connecté. On va faire connexion et voilà, donc on est sur l'interface Backup PC. Alors là on va pas faire un tour tout de suite sur l'interface, on va configurer d'autres choses également pour qu'on puisse accueillir nos postes clients. Là par défaut il est configuré pour faire des sauvegardes sur lui-même, donc en localhost, mais nous bien sûr on veut ajouter d'autres ordinateurs. Donc on va voir maintenant les étapes suivantes. Alors je suis désolé pour les personnes qui n'aiment pas trop le terminal, mais on va devoir encore mettre les mains dans le cambouis, mais vous inquiétez pas, on va faire étape par étape, et si vous suivez les instructions, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il y a encore quelque chose, quelques petits trucs à voir, et ensuite tout pourra se piloter directement depuis l'interface web. Alors là, ce qu'on va faire, on va générer une clé SSH pour l'utilisateur Backup PC, ce qui va nous permettre ensuite de réaliser les opérations de sauvegarde de manière automatisée directement sur les postes clients via le protocole SSH de manière sécurisée
par une clé et il n'y aura plus du coup de mot de passe à saisir, ça va se faire vraiment automatiquement et ça va vous permettre vraiment de sécuriser tout ça et vous pourrez donc en gros n'autoriser cette clé SSH que pour le post serveur, ce qui va vraiment augmenter la sécurité. Donc pour commencer ici, on va se connecter avec l'utilisateur backup PC, donc on va faire un sudo -i-u backup PC. Voilà, donc là on est avec l'utilisateur backup PC et on va lancer la commande suivante pour générer une clé SSH en 2048 bits. Donc c'est avec la commande SSH keygen, donc je vous la mettrai en description. Donc là on va faire entrer. Donc moi elle existe déjà puisque j'avais fait la procédure préalablement. Donc je fais entrer ici et voilà, donc la clé est générée. On va afficher la clé, on va récupérer la clé publique, ce qui va nous permettre ensuite de l'utiliser sur les autres commandes qu'on aura à passer sur les postes clients. Donc on va faire cette commande là. Donc en gros, on utilise cette commande pour l'afficher. Alors en gros, vous avez un dossier caché.ssh avec la clé à l'intérieur. Donc je ne sais pas si c'est ici normalement. Hop. Donc là ici, vous avez ici, vous le voyez, le dossier ici .ssh et à l'intérieur vous avez votre clé ici. Donc là moi ce que je vais faire, je vais copier la clé, je vais la mettre de côté et ensuite je la réutiliserai sur une commande directement pour pouvoir ensuite le mettre sur les postes clients. Avant de terminer, assurez-vous quand même que les fichiers qui ont été générés ne présentent pas des droits trop permissifs, ce qui présenterait des risques de sécurité. Donc là vous lancez la commande suivante, ls-larth.ssh, donc lorsque vous êtes dans le dossier courant qu'on était tout à l'heure, et là ici vous devriez avoir ces valeurs là au niveau des droits et là on est bon, on est sécurisé, donc on va pouvoir passer à l'étape suivante, on va configurer les postes clients. Avant de partir sur le poste client, première chose qu'on va faire, on va aller récupérer l'adresse IP de notre serveur de backup, ce qui va nous permettre de sécuriser la clé SSH au niveau du poste client. On va n'autoriser que le serveur de backup à s'y connecter. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire un IP A. Et ça va nous donner la liste des adresses IP configurées et là donc vous le retrouverez assez facilement. Il faut retrouver l'adresse IP qui correspond à ce genre de format là. On va rester sur de l'adresse IP V4 et donc moi c'est l'adresse IP de mon réseau local, donc adapté en fonction de votre ordinateur ou de votre serveur. Donc moi je vais récupérer cette adresse IP là, je vais la mettre de côté et ensuite je vous montrerai lors de l'insertion de la clé comment il faudra faire. Donc maintenant on va partir sur mon poste client, c'est un Ubuntu, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, on se retrouve donc sur le poste client qui est donc la dernière version d'Ubuntu. Alors ce qu'on va faire, on va installer les applicatifs nécessaires pour pouvoir effectuer des sauvegardes. Alors il n'y a pas grand chose et c'est très fort probable que ce soit déjà installé par exemple sur Ubuntu. Alors si jamais vous utilisez Debian, il faudra à ce moment là installer un applicatif supplémentaire qui ne sera pas le cas par exemple sur Ubuntu. Alors là sur Ubuntu on va quand même vérifier si AirSync est installé. Donc on va faire déjà en premier lieu un sudo apt-get update. Hop, je suis allé un peu vite, voilà. On va faire entrer, donc ça va rafraîchir la liste des paquets et ensuite on va faire un sudo apt-get install AirSync. Donc il est déjà installé, je m'y attendais forcément, mais si jamais vous n'avez pas AirSync d'installer, il va falloir l'installer. Également si vous êtes sous Debian par exemple, il faudra faire un apt-get install sudo puisque par défaut il n'est pas installé si jamais le poste client est également sous Debian. Donc maintenant que les applicatifs sont installés, on va pouvoir passer à la suite. Alors maintenant ce qu'on va devoir faire, on va devoir mettre en place la clé publique qu'on a vu tout à l'heure sur le répertoire backup, puisqu'il y a un utilisateur backup sur Ubuntu, sur Debian par exemple, et c'est à partir de cet utilisateur là qu'on va pouvoir se connecter directement en SSH. Alors pour ça on va donc créer le répertoire .ssh et ajouter donc dans les clés autorisées la clé qu'on a préalablement imprimée. Donc là je vous explique ce qu'on fait et ensuite donc maintenant on va passer les commandes. Donc là ce qu'on va faire ici, on va faire un sudo mkdir var backup.ssh, donc
comme d'habitude, hein, je me répète à chaque fois, mais je vous mettrai les commandes directement en description. Donc ça va créer le dossier .ssh. Alors le dossier .ssh, c'est un dossier particulier puisque c'est le dossier par défaut que reconnaît OpenSSH pour aller récupérer les clés et les configurations que vous avez sur le protocole SSH. Donc là ensuite ici on va donc lancer la commande suivante. Donc toujours pareil, sudo. Hop, donc on va ouvrir le dossier .ssh AuthorisedKey. Alors je vais essayer d'agrandir ici un petit peu. Voilà, AuthorisedKeys. Donc ça aussi, c'est un fichier bien spécifique où c'est à l'intérieur qu'on va saisir les différentes clés publiques qui ont l'autorisation de se connecter. Donc on va faire entrer ici. Et ce qu'on va faire, donc tout à l'heure, on a récupéré la clé publique qu'on avait imprimée avec cat. Et bien ici, on va tout simplement la coller ici, mais en préfixe j'ai rajouté un petit truc supplémentaire qui est from égal et on a rajouté l'adresse IP du serveur backup PC. Ça va permettre de n'autoriser cette clé SSH que et uniquement que pour cette adresse IP là, ce qui sécurise cette clé SSH pour des personnes qui voudraient se connecter parce qu'ils auraient par exemple récupéré votre clé, ils ne pourraient pas sans avoir également le faire depuis ce serveur là, ce qui réduit quand même beaucoup les problèmes de sécurité. Donc on va faire CTRL O, entrée, CTRL X et voilà, c'est enregistré. Donc ensuite ce qu'on va faire ici, on va donc mettre à jour ces fichiers qu'on a mis en place. On va mettre à jour le propriétaire des fichiers. On va dire que c'est backup, donc qui doit être propriétaire, puisque c'est celui-ci qui va donc être propriétaire de tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et là, je l'ai exécuté directement avec mon utilisateur. Donc on va faire entrer. Et ensuite ici, on va changer le chmod du dossier AuthorisedKey pour que personne ne puisse y accéder hormis son propriétaire ici. Donc voilà, on le met ici. Donc je vais l'agrandir ici. Voilà la commande. Vous pourrez, si vous voulez, mettre pause directement, hein, comme ça vous pourrez récupérer. Je fais entrer ici. Voilà, donc ça c'est au niveau de l'utilisateur SSH. Donc là on a créé la clé, maintenant on va devoir configurer quelques paramètres supplémentaires pour qu'on puisse se connecter depuis le post serveur. Ensuite, si ce n'est pas encore fait, s'il n'est pas installé par défaut, on va installer un serveur SSH sur les postes clients pour que le serveur puisse se connecter directement avec la clé qu'on a préalablement gérée. Alors pour ça on va faire un sudo apt-get install OpenSSH-serveur, on fait entrer et donc là on va faire OK, on va le laisser s'installer tranquillement. Voilà, donc là on a désormais un serveur SSH d'installer. Ensuite ce qu'on va faire, on va modifier un fichier bien spécifique. C'est pour ça qu'on avait besoin de sudo d'installer sur le poste client. Ça va nous permettre d'utiliser le protocole AirSync de manière, je dirais, avec des privilèges assez élevés, ce qui va permettre à Backup PC de pouvoir accéder à l'intégralité des fichiers de la machine pour pouvoir les sauvegarder et de ne pas avoir de problème de permission. Donc là ce qu'on va faire, on va modifier le fichier qui s'appelle sudo. Donc on va lancer la commande suivante pour commencer parce qu'il est protégé en écriture. Donc on va modifier le chmod du fichier, on va le passer en 644, ce qui va nous permettre ensuite de le modifier et ensuite on pourra le remettre en protection en écriture. Donc on lance la commande suivante, ensuite on fait un sudo nano etc sudo earth. Hop, donc là maintenant on va pouvoir modifier ici le fichier. Et donc là, ce qu'on va faire ici, en dessous, hop, je vais sauter une ligne, je vais rajouter la ligne suivante. Hop, je la colle ici. Donc ça va donner à l'utilisateur backup l'accès au protocole ici AirSync directement, à l'applicatif AirSync sur la machine. Et il va donc pouvoir l'utiliser directement par l'intermédiaire de cette autorisation-là. Donc on va faire un CTRL-O. CTRL X et ensuite il nous suffit de remodifier ici le chmod. On va le mettre cette fois-ci en 0440 entrée et donc là si vous le réouvrez, vous voyez ici il est supposé être en lecture seule, donc vous ne pourrez pas le modifier comme ça. Donc voilà au niveau de ce fichier là, on passe à la suite.
Allez, dernière étape sur le poste client, on va modifier le fichier passwd où à l'intérieur il y a l'utilisateur backup qui n'a pas les autorisations pour se connecter en SSH et du coup vous allez avoir un message d'erreur, donc il va falloir modifier une petite ligne ici. Donc toujours pareil, on fait un sudo nano etc passwd ici. Et donc là ici on va rechercher l'utilisateur backup, il est ici. Et là ici on a un user has been no login, ben nous on va mettre un ici bin bash et on va faire CTRL O, entrée, CTRL X et voilà, on va donc maintenant retourner sur le poste serveur pour aller vérifier si l'interconnexion entre les deux machines fonctionne correctement. Donc là, pour pouvoir le faire, ce qu'on va faire, on va ici faire un IPA et on va récupérer l'adresse IP de cette machine là pour pouvoir ensuite se connecter directement sur le poste client avec l'adresse IP locale. Donc là moi l'IP je vois qu'elle est pas bonne, donc je vais faire quelques modifications sur mon réseau pour que je puisse accéder à cette machine virtuelle. J'aurai l'adresse IP finale sur l'étape suivante, donc je vous la montrerai mais ça n'a aucune importance pour vous puisque bien sûr ça dépend de votre configuration à vous et on se retrouve ensuite donc sur Debian pour aller interconnecter les deux machines. Voilà, on se retrouve de nouveau sur le poste serveur, donc on va se connecter en route pour pouvoir effectuer nos commandes. Donc comme tout à l'heure, on fait un SU ici, on tape notre mot de passe. Première chose qu'on va faire, on va vérifier si le poste client est joignable. Donc j'ai bien récupéré l'adresse IP définitive. Donc maintenant je vais pouvoir faire le test. Donc là ici on va faire un ping et l'adresse IP donc de mon côté c'est 192.168.1.39. Donc je vais faire entrer et là j'ai bien une réponse au ping. Donc vous de votre côté il faudra bien sûr ajuster l'adresse IP en fonction de vos résultats. Mais là maintenant que j'arrive à joindre le poste client, je vais pouvoir me connecter en SSH. Alors cette étape elle est impérative, sinon vous n'arriverez pas à lancer la sauvegarde, il y aura un message d'erreur. Il faut absolument se connecter au moins une fois depuis l'utilisateur backup PC sur le serveur client. Donc pour ce faire, on va faire un sudo-i-u backup PC. Donc là, on est connecté au travers de l'utilisateur backup PC comme on l'a vu tout à l'heure. Et maintenant, on va lancer la commande ssh backup 192.168.1.39 qui est donc l'adresse IP du poste client. On va faire entrer. Donc là, il nous demande une confirmation pour saisir l'empreinte au niveau de la connexion. On va faire yes ici. On fait entrer et voilà, donc là ici je suis connecté sur le poste client Ubuntu. Donc là ici je suis directement connecté sur le client. Donc là ici je vais faire un exit et si je recommence la commande, donc si je fais un ssh backup 192.168.1.39, là il va pas me redemander, il va se connecter directement. Maintenant, Backup PC va être prêt pour pouvoir effectuer les opérations de sauvegarde quotidiennes. Donc il ne nous reste plus qu'à nous rendre sur l'interface de Backup PC pour finaliser la configuration de notre serveur de backup. Allez, on se retrouve de nouveau sur l'interface et on va cette fois-ci voir un petit peu comment on va configurer notre serveur backup PC et on va réaliser nos premiers backups pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors déjà, première chose qu'on va faire, on va aller dans les paramètres ici, dans la configuration et on va mettre l'interface en français. Ça va être quand même assez pratique. Hop, on se met en FR et on fait Save ici. Donc on va rafraîchir. Hop, et voilà, donc l'interface est passée en français. Donc ici déjà ça sera plus simple pour vous de naviguer. Alors en gros ici donc vous avez un sélecteur avec tous les PC, tous les ordinateurs ou les serveurs que vous avez enregistrés à l'intérieur de l'interface. Donc vous allez pouvoir aller vous rendre directement sur chacun des serveurs ou des ordinateurs pour pouvoir aller ensuite récupérer des sauvegardes, lancer des sauvegardes, etc. Donc là ici on va faire vite fait le menu de gauche ici, comme ça vous voyez un petit peu qu'est-ce que vous pouvez retrouver dans les différents menus. Alors là ici vous avez l'état du serveur, donc les tâches en cours d'exécution, les tâches qui ont échoué, avec les informations on va dire génériques, avec l'espace de stockage disponible, etc. Ici, donc, vous avez bilan des machines. Alors, c'est ici que vous aurez une vue d'ensemble de l'intégralité des process de sauvegarde. Alors, ce tableau, il est très utile parce que c'est lui qui va permettre de voir un petit peu où on en est au niveau de nos sauvegardes avec la dernière sauvegarde effectuée en nombre de jours, la dernière incrémentielle effectuée, le nombre de sauvegardes complètes. Donc, les sauvegardes complètes, c'est les sauvegardes qui ont été faites de zéro, pas au niveau incrémentiel, mais vraiment de A à Z. Vous aurez la taille complète
en gigas que prend ce serveur là sur le serveur de backup, et tout ça vous aurez une liste assez précise. Et ici vous aurez la même chose avec ceux qui n'ont pas encore été sauvegardés. Tous les ordinateurs ou serveurs qui n'ont pas été correctement sauvegardés, vous aurez ici un fond en rouge un petit peu rose comme ça, et tous ceux qui ont été effectués correctement seront en vert, et ensuite ils passeront en blanc lorsqu'ils seront dans un état inactif jusqu'à la prochaine sauvegarde. Donc c'est à peu près les codes couleurs, et vous avez ici un récap des différents paramètres de stockage. Ensuite ici, donc je vais sauter la configuration, on le verra en dernier puisqu'on ira faire quelques réglages ici. Il y a ici la configuration des machines, donc c'est ici que vous gérez le parc de vos machines, où vous allez pouvoir ajouter ou retirer des machines au niveau de la sauvegarde. Ici, vous avez les options d'administration. Alors ça, vous avez également un fichier de configuration qui est présent sur le serveur. C'est un fichier que vous pourrez modifier en ligne de commande. Donc là, il n'y a pas besoin de le toucher particulièrement, mais vous pouvez ici donc le recharger si vous avez fait des modifications. Il y a certains paramètres qui sont en corrélation avec la configuration ici. Vous avez le fichier de journalisation, donc avec tous les événements qui se sont produits sur le process de backup PC. Vous avez ici les vieux logs, donc vous pourrez retrouver les différentes archives au niveau des journaux. Vous avez ici résumé des courriels, parce que vous allez voir, vous pouvez vous envoyer quotidiennement un rapport de backup, très pratique si vous voulez suivre un petit peu s'il y a eu des tâches échouées, si les tâches se sont bien déroulées. File actuelle, donc ça c'est la file des process en cours, etc. Donc là, voilà, rien de particulier. Un truc cool ici, donc vous avez la documentation qui est intégrée directement à l'intérieur de l'interface, donc vous pourrez ici retrouver tous les paramètres. Donc je vous laisserai le soin d'aller voir un petit peu ce que vous pouvez faire, parce que peut-être que vous allez trouver des réglages qui vont peut-être vous convenir, des modifications de paramètres qui vont peut-être être adaptées à votre usage. Donc c'est bien de toujours aller voir un peu les documentations officielles des softs que vous installez. Ensuite ici, vous avez la page du projet officiel sur GitHub. Donc c'est ici que vous allez pouvoir retrouver les issues, par exemple tous les bugs qui ont été remontés par les utilisateurs. Alors là je viens de voir par exemple la home a été visiblement éditée en 2023, alors c'est un petit peu plus récent que 2020, peut-être qu'il y a toujours une équipe derrière qui planche un petit peu sur ça. Donc dans tous les cas vous retrouverez tout ça ici, et également vous avez la homepage du projet qui est ici, donc c'est sur visiblement du github.io, et vous avez donc la dernière release qui est sortie, vous avez les différents liens qui vous amèneront vers le GitHub, vers la documentation également directement sur le site, peut-être plus à jour que cette version là, je sais pas. Voilà, donc dans tous les cas, ici, vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations-là. Maintenant, on va passer sur la partie configuration, parce que là, c'est vraiment un point névralgique ici. On va essayer de creuser un petit peu, voir comment ça fonctionne, et ensuite, on pourra lancer notre première tâche de sauvegarde. Alors, on se retrouve ici dans la partie paramètres. C'est vraiment la partie névralgique de Backup PC, puisque c'est là qu'on va faire vraiment les configurations aux petits oignons du fonctionnement du serveur. Alors, par défaut, c'est assez bien configuré. Il n'y a pas trop de modifications à faire, et vous pourrez personnaliser beaucoup de choses, mais je dois vous avouer que c'est vraiment indigeste. Vous avez des noms de variables comme ça qui sont pas forcément hyper explicites. Par contre, chaque variable donne accès directement, et si on clique droit et qu'on fait ouvrir vers un nouvel onglet, à un paragraphe dans la documentation qui vous explique à quoi correspond chaque variable. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Ça vous permettra vraiment de comprendre qu'est-ce que vous allez modifier. Là par exemple ici sur cette partie là, sur la partie ping commande, ça vous donne le chemin de la commande ping. Pour réaliser un ping avant d'effectuer la sauvegarde, il faut qu'il y ait une valeur suffisamment basse en millisecondes pour pouvoir réaliser l'opération de backup, sinon il considère qu'il n'y a pas un suffisamment bon réseau pour réaliser la sauvegarde. Donc ça, vous pouvez l'ajuster forcément si vous avez peut-être des latences un petit peu plus importantes, pas de souci, vous réglez ça directement. Pareil, il y a des réglages de timeout, etc. Donc tout ça, vous allez pouvoir le paramétrer. Dans la partie CGI ici, vous allez aussi pouvoir paramétrer certains trucs, alors plutôt au niveau ici de l'interface, donc notamment ici au niveau des couleurs de fond, au niveau de la langue comme on l'a vu, les liens ici, documentation, etc. Donc vous allez pouvoir les modifier, vous pouvez même les supprimer directement et même mettre vos propres liens si jamais vous avez des liens spécifiques que vous voulez ajouter. Donc c'est la partie, je dirais, un petit peu plus
personnalisable de l'interface, donc c'est quand même assez cool. Vous pouvez ici mettre pareil des images personnalisées pour ceux qui veulent peut-être externaliser ça au niveau par exemple je dirais pour des clients, si jamais ils veulent donner accès à cette solution là, ils peuvent mettre une autre image que l'image par défaut. Ça permettra d'avoir un petit, je dirais, un petit aspect un peu plus professionnel, donc ça c'est quand même assez intéressant. Vous avez ici plein de paramétrages, alors ça voilà, je pourrais pas vous dire tout à quoi ça correspond, mais vous allez pouvoir activer ou désactiver certains paramètres ici directement dans l'interface. C'est des choses vraiment que j'ai pas eu l'occasion de modifier, mais vous pouvez le faire, c'est quand même assez permissif. Dans la partie courriel, alors là ici pareil, vous allez pouvoir donc configurer la partie SMTP ou la partie en tout cas envoi d'email. Donc si jamais vous voulez vous notifier lorsque les tâches de sauvegarde sont réalisées, lorsqu'il y a des sauvegardes qui n'ont pas été correctement réalisées, vous pouvez le faire, c'est très pratique. Là par exemple ici, vous pouvez vous notifier si il y a une machine qui n'a pas été sauvegardée depuis plus de 7 jours par exemple. Ça c'est très pratique parce que parfois si vous avez beaucoup de machines à sauvegarder, peut-être que certains n'arrivent plus à se joindre entre elles et le backup pourrait ne pas fonctionner, et à ce moment là c'est toujours bon de s'avertir, et avec ça vous allez pouvoir le faire. Donc vous pouvez ici définir l'adresse email du destinataire, etc. Donc ça c'est quand même assez cool de ce côté là. Ensuite ici donc la partie machine, on l'a vu tout à l'heure, ça c'est ce qu'on fera en dernier quand on ajoutera donc notre client sous Ubuntu. Donc ici vous avez une partie horaire, alors c'est un petit peu compliqué à comprendre, j'ai eu du mal un petit peu à comprendre comment ça fonctionne. Je vais essayer de vous expliquer, mais après vous pourrez bien sûr aller sur la documentation pour avoir plus de détails, parce que je sais pas si je vais réussir à bien me faire comprendre. Alors là ici, c'est ici que vous allez gérer en gros la rotation des sauvegardes. Là ici le principe c'est qu'en fait une full période ça correspond à la durée pendant laquelle on doit conserver une sauvegarde complète, c'est-à-dire l'intégralité de la sauvegarde sans incrémentiel. Là c'est réglé sur 6,97 jours. Alors c'est expliqué pourquoi ils ont utilisé cette valeur là, je sais plus exactement précisément, mais en gros tous les 6,87 jours vous allez avoir un backup complet qui va s'exécuter. Et là ici vous allez pouvoir définir combien de backup complet vous conservez à chaque fois. Forcément, au plus vous conservez de backup complet, au plus ça va prendre de place sur votre disque dur. Donc il va falloir jauger en fonction des capacités de votre disque dur et de la quantité de données à sauvegarder. C'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir plus de backup complet parce que vous savez que ceux-ci ne sont pas corrompus, il n'y a pas eu de problème de corruption de données puisqu'ils se basent directement sur les versions complètes de l'intégralité des fichiers. Et ensuite ici, même principe pour les sauvegardes incrémentielles. Là, tous les jours, tous les 0,97 jours, en gros, alors c'est des valeurs qui correspondent à ça, mais en gros, tous les jours, vous aurez une sauvegarde incrémentielle qui va se lancer. Et ici, il va en conserver 6. À chaque fois, vous aurez une rotation de 6. Et quand il passera à la 7e, il supprimera la plus ancienne pour ne conserver à chaque fois que 6 sauvegardes incrémentielles. Et je dirais, cette association des deux combinaisons va faire que vous aurez donc comme ça une rotation sauvegarde complète, ensuite les prochains jours des incrémentiels, ensuite on repasse à une sauvegarde complète, on supprime les anciennes sauvegardes et ça va se faire automatiquement, ça va se purger automatiquement. Et ici vous allez pouvoir définir un nombre, un âge maximum en fait en nombre de jours des sauvegardes incrémentielles. Alors comme je vous le disais, par défaut c'est assez bien réglé, donc normalement vous devriez avoir un comportement assez, je dirais assez sympa avec ces réglages là, mais bien sûr vous pourrez les ajuster en cliquant sur les valeurs ici et voir un petit peu comment effectuer vos réglages pour que vous ayez vraiment un truc aux petits oignons. Alors là ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, définir des blackout périodes. Donc c'est des périodes pendant lesquelles vous ne voulez pas qu'il y ait de sauvegarde. Donc là ici, ça se règle ici directement. Donc par exemple, vous pouvez exclure certains jours, comme les jours de la semaine, et des heures ici, donc de 7h à 19h05. Vous n'aurez pas de sauvegarde, a priori, qui vont démarrer sur ces jours-là, ce qui va vous permettre d'éviter de surcharger en journée vos différents postes clients. Donc ça aussi, c'est bien foutu de ce côté-là. Donc après ici on va passer à la partie serveur, donc ça c'est la partie je dirais plus qui correspond je dirais au process, au nombre de process, etc. Donc là par exemple ici vous pourrez lancer en tâche parallèle que
4 backups simultanément. Donc ça, voilà, c'est réglé correctement, je trouve, par défaut. Mais bien sûr, en fonction peut-être de votre configuration, du nombre peut-être de cœurs que vous avez, du nombre de disques durs que vous avez, vous allez pouvoir peut-être ajouter peut-être 6 backups simultanés. Ça, c'est vous qui voyez. Je peux pas répondre à cette question pour vous. Là, ici, vous avez pareil la durée en nombre de jours de la conservation des logs. Donc voilà, tout ça, je vous laisserai regarder tout ça. Donc là, vous avez les chemins des différents programmes. Donc ça aussi, c'est pareil, il se configure normalement correctement par défaut. Et ensuite ici, vous avez la partie Xfer. Donc là, ici, c'est une partie importante puisque ici, on va devoir modifier la façon dont on va faire les sauvegardes. Alors, plusieurs méthodes ici qui vont s'offrir à vous. Donc, le protocole SMB. Donc ça, ce sera bien sûr plutôt pour les personnes qui sont sous Windows. Alors moi, j'ai jamais utilisé le protocole SMB. Nous, on va utiliser le protocole AirSync. Mais comme vous voyez, il y a du FTP, il y a du TAR, il y a pas mal de process possibles ici. Donc nous, on va utiliser le protocole AirSync ici. Et ce qu'on va faire ici, on va rajouter ici un sudo pour que ça fonctionne correctement, sinon ça risque de pas fonctionner. Et on va faire donc enregistrer, et normalement avec ça, on devrait avoir un fonctionnement correct au niveau du serveur. Donc il nous reste plus qu'à aller ajouter notre machine et à lancer notre première sauvegarde. Et pour terminer, on passe à l'onglet un petit peu vraiment essentiel ici, c'est Xfer. Donc c'est ce qui va vous permettre de paramétrer les protocoles de transfert entre le client et le serveur. Donc là, c'est vraiment très important ici, et si vous le configurez pas correctement, ça va pas fonctionner. Alors par défaut, il vous propose le protocole SMB, donc ça sera utile plutôt pour les ordinateurs sous Windows. Nous, comme on l'a vu tout à l'heure, on va utiliser le protocole AirSync, mais vous avez également d'autres protocoles disponibles, Archive, FTP, TAR, AirSyncD. Donc nous, on sélectionne AirSync ici et on va faire deux petites modifications pour que la sauvegarde fonctionne. Ici, on va rajouter un sudo. Et ici, au lieu de l'utilisateur root, on va sélectionner backup, puisque c'est au travers de l'utilisateur backup que les sauvegardes sont réalisées. On va faire sauvegarder et maintenant on va ajouter notre première machine. Alors pour ajouter notre machine ici, on va se rendre dans l'onglet machine ici. Donc là ici vous avez localhost qui est renseigné. Donc on va faire ajouter et on aura un autre formulaire ici qui va s'ajouter. En fait autant de lignes que vous ajoutez et autant de serveurs que vous pouvez rajouter ici. Donc je vais détruire celles qui servent à rien. Et ici on va saisir l'adresse IP du poste client. Donc là elle est déjà renseignée, c'est la .39 de mon côté. Alors bien sûr à ajuster en fonction de l'adresse IP de votre poste client. Ici, bien sûr, si vous le souhaitez, vous pourrez utiliser un nom d'hôte local, donc par exemple VM-Ubuntu, ou bien sûr un nom de domaine, un nom de serveur que vous pouvez joindre de manière externe, ou même une adresse IP publique. Donc là, moi, comme je vous l'ai dit, on était sur cette IP là et on va bien sûr renseigner toujours l'utilisateur backup PC, donc ça c'est important, sinon pareil ça va pas fonctionner. On va faire sauvegarder ici, je vais quand même détruire localhost parce que je n'en ai pas besoin. On va sauvegarder et on va retourner sur le bilan des machines ici. Et là notre machine s'est ajoutée ici et c'est bien une autre sans sauvegarde. Donc pour lancer la première sauvegarde, soit vous le laissez tourner comme ça, elle va se lancer automatiquement, sinon vous cliquez sur l'autre ici, vous faites démarrer la sauvegarde complète, vous confirmez ici. On retourne sur le bilan des machines et là, elle se met en vert, la sauvegarde est en cours. Je vais la laisser tourner comme ça et on se retrouve lorsque la sauvegarde est terminée pour voir un petit peu comment ça se présente. Voilà, donc la sauvegarde est terminée. Donc on a un petit récap ici. Donc on a une sauvegarde complète, on n'en a aucune incrémentielle. La dernière sauvegarde, elle date de 0 jours, donc maintenant, il y a eu 0 erreur de transfert, donc inactif, sauvegarde terminée. Donc la vitesse moyenne, c'était 31 MO secondes et vous avez la taille complète en gigaoctets. Donc maintenant, si vous voulez voir le détail, vous cliquez directement ici sur l'hôte et en fait, vous aurez un détail de vos différentes sauvegardes qui sont présentes à l'intérieur de votre serveur backup PC pour cette hôte-là. Donc là, ici, j'ai ma complète qui est ici. Donc là, vous avez le détail au niveau des résumés du transfert, des récapitulatifs, etc. Et si vous voulez récupérer des fichiers ou consulter votre sauvegarde, en fait il suffit de cliquer sur 0 ici, qui est donc la sauvegarde numéro 0 de cette machine là. On va cliquer là et là c'est magique, vous avez tous vos fichiers ici qui sont présents. Vous allez pouvoir directement naviguer à l'intérieur des répertoires et récupérer des fichiers qui étaient présents et que peut-être vous avez effacés. Et si vous souhaitez, lorsque vous aurez plusieurs sauvegardes, vous allez pouvoir directement vous retrouver sur les arborescences des différentes dates et donc retrouver des fichiers à des instants T, et ça c'est super pratique. Alors là ce que je vais faire, je vais
essayer de réduire ma machine virtuelle ici, hop, et derrière j'ai mon Ubuntu. Donc on va faire un petit test. Voilà, hop, je réduis celle-ci et je mets celle-là. Donc là ici, on se retrouve sur ma machine Ubuntu. Et donc là, par exemple, dans téléchargement, j'ai ce fichier-là. Donc ce fichier Steam latest.deb. Donc je vais le supprimer et on va le restaurer. Comme ça, on va voir comment ça fonctionne. Donc là ici, je vais faire mettre à la corbeille. Voilà, donc là, il est supprimé. Je vide pas la corbeille tout de suite. Hop, on va retourner donc sur la machine ici. Hop, voilà, elle est là. Je vais me remettre en grand ici, plein écran. Voilà. Je vais agrandir la fenêtre, comme ça on y verra un petit peu mieux. Donc, on a vu là que j'étais dans le dossier Home, dans mon dossier utilisateur et dans téléchargement ici. Si on va ici, j'ai le fameux fichier Steam latest que j'ai supprimé. Donc là on va le restaurer et il va réapparaître de l'autre côté. Donc je vais sélectionner le fichier, on va faire restaurer les fichiers sélectionnés. Donc là, plusieurs possibilités. Soit vous le téléchargez au format zip ou au format TAR, si jamais vous voulez le récupérer sur votre ordinateur depuis le navigateur, ou alors vous lancez directement la restauration et ça va se faire automatiquement, ça va replacer le fichier à l'intérieur. Alors attention, ça écrase les fichiers existants. Donc si jamais vous comptiez remettre une sauvegarde, faites attention, si jamais vous aviez des données préalablement, de ne pas écraser des bonnes données, déplacer les fichiers avant. Donc on va faire démarrer la restauration, restaurer. Et là, ça va prendre que quelques secondes. On va retourner donc sur la machine Ubuntu. Et voilà, mon fichier est de nouveau présent. Donc, vous avez restauré vos fichiers. Ça y est, vous pouvez sauvegarder et restaurer des fichiers. Et donc, on a un fonctionnement parfait du système de backup. Il vous suffit d'ajouter tout votre parc d'ordinateurs pour avoir des sauvegardes de l'intégralité de vos postes. Alors je vais vous montrer maintenant quelques petites choses au niveau, je dirais, de comment fonctionne Backup PC, au niveau des répertoires, etc. Comme ça, vous allez un peu mieux comprendre, je dirais, l'envers du décor. Donc je vous reprends tout de suite, on va aller sur le terminal. Voilà, on se retrouve sur le terminal. Donc par défaut, Backup PC va sauvegarder vos données sur ce répertoire-là, var lib Backup PC. Donc faites en sorte que cette partition là soit suffisamment volumineuse pour pouvoir accueillir les sauvegardes. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pourrez changer de chemin par défaut, ça vous pourrez le voir dans la configuration. Donc là, si on fait un ls ici, c'est ici que se trouve l'intégralité des données donc de vos sauvegardes. Et si vous faites ici un ls pc, en fait vous retrouvez ici tous vos nœuds de sauvegarde ici directement. Donc si on va dans PC 192.168, voilà, .1.39 ici, vous retrouvez, je dirais, le dossier concernant cette machine et le 0, donc ça correspond à la sauvegarde 0. Donc au fur et à mesure, vous aurez comme ça des dossiers qui vont se créer de manière automatique. Alors honnêtement, il gère certains bouts un petit peu de manière, je dirais, spécifique. Donc vous ne pourrez pas facilement aller directement dans les dossiers pour récupérer des fichiers spécifiques. Ça sera quand même beaucoup plus simple de passer par l'explorateur directement depuis le navigateur. Donc voilà en gros comment ça se passe au niveau de la sauvegarde. Et donc là ici, comme vous allez le voir, il prend quand même pas mal de place ce dossier là. Et vous voyez un petit peu les fichiers qu'il va créer, vous allez voir, il crée énormément de fichiers. Donc là ici, si on fait ça, vous voyez, il y a tout un tas de fichiers. Il va dispatcher ça dans un dossier cpool ici, avec des dossiers comme ça. Il va les générer automatiquement et vous aurez énormément de difficultés à retrouver vos fichiers ou vos dossiers à l'intérieur de ce bazar. Il faudra donc, comme je vous dis, passer directement par l'explorateur. Donc voilà un petit peu au niveau du cœur de système. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller faire une sauvegarde incrémentielle et voir comment ça se passe. Voilà, donc on retourne sur le bilan des machines. Donc maintenant que notre sauvegarde est réalisée et que c'est inactif, elle est repassée sur une couleur blanche. Et donc lors de la prochaine sauvegarde, on va avoir les codes couleurs qu'on a vus précédemment. Donc pour faire une incrémentielle ici, on va cliquer là-dessus et on va faire démarrer une sauvegarde incrémentielle. On va la lancer et vous allez voir, ça va être relativement rapide puisqu'il y a eu très peu de modifications au niveau de la machine. Donc là, on va faire actualiser. Et là, voilà, la sauvegarde est en cours. Je vais attendre un petit peu, je vais essayer de ne pas couper la caméra, comme ça on va voir un petit peu le temps que ça prend, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide pour de l'incrémentiel, puisque là il va sauvegarder vraiment que les différences.
Et après, il va donc cumuler uniquement les différences sur peut-être 6 sauvegardes, et après il repassera sur une rotation de sauvegarde complète, et après il repassera sur de l'incrémentiel. Il va faire des rotations comme ça, et je tiens à le redire, c'est automatisé. Là je l'ai fait manuellement, mais normalement vous n'avez rien à faire, tout va se faire tout seul directement en tâche de fond. Et vous pourrez bien sûr, si jamais vous voulez stopper une sauvegarde, cliquer sur la sauvegarde et l'arrêter manuellement, la stopper pendant un certain laps de temps. Si jamais vous avez besoin de la stopper, c'est quand même assez important de pouvoir le faire également. Donc là, si je rafraîchis, voilà, la sauvegarde elle est terminée, c'est hyper rapide. Et voilà, donc vous savez faire sauvegarde complète, incrémentielle, stopper des sauvegardes. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à jouer de votre côté et à installer tout ça et configurer ça sur votre infrastructure pour que vous puissiez bénéficier de sauvegardes gratuites et hyper complètes. Alors avant de vous laisser, je voulais vous toucher 2 mots à propos de la sécurité, puisque c'est vraiment un point très important à ne pas négliger, puisque là vous allez avoir un serveur de sauvegarde qui va contenir l'intégralité des données de votre parc. Donc il est quand même très sensible, et il va falloir veiller à y mettre une couche de sécurité suffisamment importante pour que vous puissiez dormir sur vos 2 oreilles. Alors ça va pas être l'objet de cette vidéo, je vais juste vous donner quelques conseils, mais si jamais vous êtes nombreux à me le demander, n'hésitez pas en commentaire à le faire. Je vous ferai un petit épisode spécial sur cette partie-là. En tout cas, au niveau des prérequis, pour moi, essentiels pour avoir un truc à peu près safe. Premier point, installer Fail2ban sur l'intégralité des postes, clients et serveurs. Ça va vous éviter des attaques par brute force. Au mieux, mais même si pour moi c'est indispensable, fermez vos ports SSH par défaut sur l'extérieur, et vous ne l'autorisez que sur une adresse IP fixe qui provient d'une connexion sécurisée. Généralement un VPN c'est le top, donc OpenVPN, WireGuard, vous voyez, mais l'idée c'est que vous puissiez éviter de pouvoir vous connecter en direct sur les ports SSH, et vous n'autorisez que le serveur backup PC à se connecter en SSH également via son IP soit local soit public, mais uniquement celui-ci et pas un autre, mais par le firewall, pas uniquement par la clé SSH, qui vous permettra de fermer les portes et d'éviter qu'on puisse accéder facilement à votre serveur de backup. L'idéal forcément c'est qu'il soit je dirais hors réseau public, mais bon, on n'est pas forcément toujours dans la capacité de le faire. Ensuite, autre point qui me paraît essentiel, je l'avais évoqué précédemment, c'est le chiffrement de vos partitions du serveur de backup. Ça va vous permettre en cas de vol d'ordinateur ou de disque dur d'éviter que vos données partent dans la nature ou que quelqu'un y ait accès, même si c'est assez difficile à y accéder. Ils n'auront pas de difficulté à remonter le schmilblick et à réussir à récupérer vos fichiers. Donc vraiment c'est un point important à mettre en place. Là au moins vous serez tranquille. Et enfin, pour terminer, il me paraît important de mettre également une couche de sécurité supplémentaire sur le port 80, donc sur l'interface web. Donc ne faites pas confiance qu'au htaccess, rajoutez également des protections sur adresse IP également, de préférence sur VPN. Comme ça, vous fermez par exemple le port 80, au moins vous êtes tranquille, vous ne pouvez y accéder que vous et pas quelqu'un d'autre. Et bien sûr, si jamais vous avez besoin d'y accéder en urgence, vous installez ce VPN sur votre téléphone, sur votre ordinateur portable, sur vos équipements de secours, pour pouvoir récupérer vos backups sans prise de tête. Pour moi c'est vraiment je dirais la base pour être à peu près tranquille. Alors après il y a des trucs encore plus élevés peut-être, mais moi généralement c'est ce que j'utilise pour être relativement tranquille, et avec ça vous devriez normalement ne pas trop avoir de soucis. Et voilà les amis, je pense qu'on a fait un tour complet de ce petit soft backup PC. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous arriverez à configurer vos serveurs de backup aux petits oignons. Dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce petit soft, il m'a sauvé la mise plus d'une fois. Je me répète, mais vraiment, j'ai été parfois en difficulté avec des pertes de données, notamment par exemple quand il y a eu le crash OVH à Strasbourg. Ça m'a vraiment sauvé la vie, puisque j'ai pu récupérer l'intégralité de mes données. Donc ne négligez surtout pas la partie sauvegarde, et je peux vous dire que celui-ci, il est vraiment fiable. Alors si jamais vous avez des questions, des difficultés ou autres, n'hésitez pas à le poster en commentaire, je ne manquerai pas de vous répondre. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Également, si vous connaissez d'autres solutions de sauvegarde, n'hésitez pas à les partager aux abonnés, ça nous servira peut-être et ça me permettra de découvrir de nouvelles choses. J'en connais moi aussi également d'autres, mais vu que je suis utilisateur de celui-ci, je préférais vous présenter celui-ci d'abord. Je testerai les autres solutions que j'ai en vue et je ne manquerai pas de vous faire une vidéo sur la chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un max de likes sur la vidéo.
vidéo, ça me fera vraiment plaisir et ça soutient la chaîne. Également, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Il y a pas mal de vidéos en préparation. Alors en ce moment, je suis un petit peu sous l'eau. J'arrive pas à produire plus d'une vidéo par semaine, mais j'essaye quand même de garder une certaine cadence. J'ai reçu plein de produits à vous faire découvrir, donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Également, si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux, je suis assez actif sur X, donc sur l'ancien Twitter. Également, donc vous pourrez me retrouver sur TikTok, sur Instagram. Alors je suis un petit peu moins actif ces derniers temps, toujours pareil vu que je suis débordé, mais vous pouvez quand même rejoindre ces comptes-là. Et également, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site larevuegeek.com et vous pourrez participer en commentaire également sur mon site internet. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks!